Messieurs, dames, chers camarades, je vais encore parler sur notre projet. L'Europe néolibérale n'a aucun avenir. S'il en fallait une preuve, elle serait fournie par le spectacle de la désagrégation que donne à voir la communauté des États européens sur la question des réfugiés. Dans ce dossier sont également à l'œuvre les effets dévastateurs du néolibéralisme. Chez ceux qui vivent sous son emprise, il émousse jusqu'à son effacement toute capacité d'empathie et de compassion. Aussi est-il inconciliable avec les valeurs héritées de la Révolution française que sont l'égalité, la liberté et la fraternité. L'Europe du dumping salarial, social et fiscal, c'est la mort de la solidarité. On peut le dire sans exagérer, si l'Europe n'est pas sauvée par une politique de la solidarité, elle sera détruite par les égoïsmes nationaux. La solidarité, chers camarades, est indivisible. Tant que les États européens mèneront des guerres en restant attelés au chariot de l'impérialisme nord-américain, les flux de réfugiés ne tariront pas. La guerre est la terreur des riches. Le terrorisme est la guerre des pauvres. C'est ainsi que l'acteur Peter Ustinov condensait en une seule formule les conséquences de la politique extérieure de l'impérialisme. Il est, de mon avis, irrationnel de bombarder la Syrie après les attentats perpétrés à Paris par des citoyens français. Lors de la cérémonie solennelle tenue dans la cour des Invalides, en mémoire des victimes des attentats, a été chantée la célèbre chanson du pacifiste Jacques Brel. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Ces couplets, on aurait pu les comprendre comme une invitation à reconsidérer la politique d'intégration dans les banlieues dont l'échec est patent. Mais François Hollande a préféré jouer le clone de George W. Bush, alors même que Nolwenn Leroy, Camélia Jordana et Jaël Naïm continuaient à chanter « Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour ». Il en résultait un contraste des plus curieux. D'un côté, l'interprétation sur un mode lyrique des trois chanteuses de cet hommage à l'amour et au pacifisme, et de l'autre, la posture guerrière du président français. L'Europe, qu'il s'agisse de l'Afghanistan, de l'Irak, de la Libye ou de la Syrie, doit s'affranchir de la servitude qui est la sienne vis-à-vis de la politique impérialiste nord-américaine et retrouver le chemin d'une politique extérieure autonome, de la réconciliation et de la paix dans l'esprit de Jean Jaurès et de Willy Brandt. L'Europe, qu'il s'agisse de l'Afghanistan, de l'Irak, de la Libye ou de la Syrie, une politique sociale de l'intégration dans les zones suburbaines européennes est bien plus efficace contre le terrorisme que le bombardement des villes syriennes. Les mères de Damas et de Raqqa pleurent, elles aussi, leurs enfants. Il faut le comprendre si on veut la paix aussi en le Proche-Orient. La solidarité est le fondement de la démocratie européenne. En foulant aux pieds cette valeur fondamentale, l'Europe néolibérale a mis à genoux le gouvernement Syriza en Grèce. Mais cela ne suffisait. Le président de la République portugaise, Aníbal Cavaco Silva, a voulu empêcher la formation d'un gouvernement de gauche dans son pays au motif suivant. En 40 années de démocratie, aucun gouvernement portugais n'a encore été tributaire de l'appui de formations anti-européennes, des formations opposées au traité de Lisbonne, au pacte budgétaire, au pacte de stabilité et de croissance, des formations dont les objectifs sont de faire voler en éclats la zone euro, de faire sortir le Portugal de l'euro et de faire disparaître l'OTAN. Et de poursuivre
en vertu des compétences qui me sont conférées par la Constitution, il est de mon devoir de tout mettre en œuvre pour qu'aucun signal négatif ne soit envoyé aux banques, aux investisseurs et aux marchés. Il se référait au traité sur l'Union européenne, qu'il n'avait cependant manifestement pas lu avec le soin requis ou tout bonnement pas compris. En effet, en son article 2, le traité stipule « L'Union est fondée sur les valeurs du respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Il est manifeste que la tentative du président portugais d'empêcher une majorité au Parlement de constituer un gouvernement était aussi peu démocratique que ne l'était la mise sous tutelle des gouvernements et parlements grecs. De manière générale, les politiciens européens ont quelques problèmes avec la démocratie. Lorsqu'ils présentent en mai 2003 le projet de constitution européenne, ils la placèrent sous l'égide de la phrase prononcée par l'homme d'État grec Périclès. Notre constitution est appelée démocratie parce que l'État ne s'appuie pas sur un petit, mais sur un grand nombre de citoyens. Mais, et cela est caractéristique, la citation était inexacte. Voici ce que dit Périclès en vérité. Parce que notre régime politique sert non les intérêts du petit nombre, mais ceux de la majorité, c'est une démocratie. Mais quel que soit... Mais quelle que soit l'appréciation que l'on a de l'état de la démocratie dans la Grèce antique, le message est clair. Qu'une société puisse se dire démocratique ou non dépendra de façon déterminante également du résultat. Une société ne pourra se dire démocratique que si en son sein s'imposent les intérêts de la majorité de ses membres. Ça, c'est le critère existentiel. Quand seulement 1% de la population mondiale possède, selon Oxfam, autant que les 99% restants, on ne peut décemment affirmer que la marche du monde est démocratique. Et la prise de conscience de l'ancien président nord-américain Jimmy Carter, notons-le quand même, les États-Unis sont une oligarchie d'une corruption illimitée qui a créé la subversion de tout notre système politique qui favorise quelques contributeurs des démocrates ou républicains. Dans le Bruxelles néolibéral et les démocraties européennes, il n'en va pas vraiment autrement. La fondation allemande Bertelsmann a établi il y a quelques semaines dans son Social Justice Index que les enfants et les jeunes sont les plus grands perdants de la crise économique et de l'endettement européen. 26 millions des moins de 18 ans, soit environ 28%, sont menacés de pauvreté ou d'exclusion sociale et 5,4 millions de jeunes n'ont ni emploi ni formation. En Europe non plus, on n'agit pas dans l'intérêt du plus grand nombre, donc pas démocratiquement. Mais pour nous, chers camarades gens de gauche, tout cela n'est pas vraiment nouveau. Nous qui savons que capitalisme et démocratie sont incompatibles, le premier menant nécessairement à l'oligarchie, ainsi que nous pouvons l'observer à travers le monde. Aussi, pour des raisons qui tiennent au système, l'Europe libérale n'a aucun avenir. Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage, disait Jean Jaurès en son temps. Aujourd'hui, nous pourrions dire le capitalisme porte en lui les vagues de réfugiés et de migrants fuyant la misère, comme la nuée porte l'orage. Il ne mène pas seulement la guerre pour les matières premières ou les débouchés. Il pille également les périphéries au profit du centre.
tant et si bien que les populations pilées et exploitées fuient ou migrent vers le centre pour y trouver une vie meilleure. Il ne s'agit pas là seulement de Syriens, d'Afghans, Irakiens ou d'Africains qui viennent en Europe. Ce sont aussi des Européens du Sud qui viennent chercher du travail dans les autres pays d'Europe, surtout en Allemagne. En février 2011 déjà, la chancelière allemande Angela Merkel, en visite officielle à Madrid, incitait les travailleurs qualifiés espagnols à venir en Allemagne. Elle faisait valoir l'immense demande de main-d'œuvre qualifiée et les milliers d'offres d'emploi pour les ingénieurs. C'est ainsi que le Portugal, ces dernières années, a perdu 500 000 personnes, dont beaucoup étaient qualifiées. Rapporté à la population du pays, c'est comme si l'Allemagne en avait perdu 4 millions. Que dirait la présidente de l'Europe, puisque c'est ainsi que les médias désignent la chancelière, si l'Allemagne était ainsi saignée et si un chef de gouvernement d'un autre pays européen venait à Berlin débaucher ses travailleurs qualifiés et ses ingénieurs. En arguant qu'il est de son devoir de tout faire pour qu'aucun signal négatif ne soit envoyé aux banques, aux investisseurs et aux marchés, Cavaco Silva révèle la vérité au grand jour. Au Portugal, comme dans le reste de l'Europe, les décisions ne sont pas prises dans l'intérêt des populations, mais dans celui des banques, des investisseurs et des marchés. Il ne fait que reprendre ce que disait déjà en 1996 l'ancien président de la Bundesbank, Tietmeyer, à Davos. Ce dernier disait aux leaders politiques du monde « Désormais, messieurs, vous êtes tous soumis au contrôle des marchés financiers internationaux. Adieu, démocratie ». À sa manière, Cavaco Silva confirme également ce que disait le président de la Commission européenne, le célèbre Jean-Claude Juncker. Il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens. Et c'est bien là le problème. Le journaliste britannique Ambrose Evans Pritchard a résumé dans le Télégraphe l'enjeu pour les partis de gauche en Europe. Les socialistes européens sont confrontés à un dilemme. Ils doivent prendre acte que l'union monétaire est une entreprise autoritaire et droitière qui s'est déliée de ses entraves démocratiques. Mais s'ils veulent réagir de quelque manière, ils risquent d'être tenus à l'écart du pouvoir. Bruxelles a vraiment créé un monstre. C'est précisément pour cela que nous avons besoin d'un plan B, pour redonner à ce monstre un visage humain, c'est-à-dire démocratique. Ce plan B n'a pas ici la prétention d'abolir d'un seul coup la dictature mondiale des marchés financiers ou même le capitalisme, mais doit bel et bien montrer les étapes qu'un gouvernement de gauche ou associé à la gauche peut suivre pour échapper au moins en partie au joug de la dictature financière et aux entraves que sont les traités européens. Nous ferions un progrès décisif en Europe si, dans un des États membres, un gouvernement de gauche parvenait à reprendre le contrôle de sa banque centrale et si cette banque centrale faisait à nouveau ce pourquoi les banques centrales ont été inventées, financer les dépenses publiques. Ni les marchés financiers, ni les agences de notation ne peuvent empêcher une banque centrale de créer de la monnaie. La Banque centrale européenne ferait bien mieux d'utiliser ces 60 milliards d'euros mensuels, non pas pour racheter aux banques les dettes des États, mais pour financer les projets
d'infrastructures en Europe. Dans ce cas, elle pourrait transférer directement ses fonds à la Banque européenne d'investissement. Quant à savoir si ces investissements doivent être financés par une banque centrale nationale ou par la Banque centrale européenne, tout dépend de la probabilité de réussite de chacune des options. Mon pronostic, et c'est que montrent également les discussions européennes jusqu'ici, c'est qu'une banque nationale devra s'en charger. N'oublions pas qu'une grande majorité des ministres des Finances européens plaidaient pour la sortie de la Grèce de l'eurosystème lors des négociations en omettant d'en préciser les conditions. Pourtant, il est indiqué pour des pays comme la Grèce, le Portugal ou peut-être aussi l'Espagne de revenir au système monétaire européen qui existe bel et bien toujours. Ils pourraient alors dévaluer leur monnaie et surtout faire financer leurs investissements par leur propre banque centrale. Cette proposition provoque chez les économistes traditionnels un cri d'alarme contre le danger inflationniste. Mais il suffit de regarder les masses immenses de liquidités émises par les banques centrales dans le monde et l'évolution afférente des prix. Ce cri d'alarme n'est ici que le produit d'une rigidité dogmatique. À ceux qui aujourd'hui encore persistent à croire qu'une politique de gauche est possible dans l'eurosystème, j'aimerais leur objecter ceci. En entrant dans le système monétaire européen, les États ont délibérément abandonné la possibilité de répondre aux crises économiques par les dévaluations et des politiques fiscales contracycliques. Dans le cadre des institutions actuelles de l'eurosystème, il ne reste plus que la dévaluation interne, donc les baisses de salaire et la rigueur budgétaire, comme seule marge de manœuvre économique. C'est pourquoi je pense que la gauche au pouvoir dans un État membre doit tenter de se libérer du joug néolibéral. Attendre que tous les États membres de l'Union monétaire abandonnent le paradigme néolibéral, c'est comme attendre Godot. Mais si, par exemple, la Grèce et le Portugal, ou encore l'Espagne, se mobilisent ensemble et en concertation avec les autres États membres pour retourner au système monétaire européen qui existe toujours, alors les chances de réformer l'eurosystème seraient plus grandes. Si la gauche allemande devait, dans les prochains temps, participer à un gouvernement, alors sa première tâche serait de mettre fin au dumping salarial allemand. Ce serait un formidable signal pour toute l'Europe. Comme un gouvernement ne peut pas signer de convention collective, nous devrions revenir sur les lois qui ont dégradé le rapport de force au détriment des travailleurs et des syndicats. Si quelqu'un tel que Jeremy Corbyn devenait Premier ministre du Royaume-Uni, on peut rêver, la suprématie néolibérale sur l'Europe serait affaiblie de manière décisive. Chers camarades, on voit donc un plan B qui se donne pour objectif d'améliorer la situation sociale en Europe et de lui apporter un nouveau souffle démocratique n'est pas un mirage. Il doit définir des étapes concrètes, précises, qui amélioreront la vie des gens dans un laps de temps prévisible. La condition pour être mise en œuvre, c'est que la gauche européenne, qu'il s'agisse de Syriza ou de Laïque Enotita, de Podemos ou d'Izquierda Unida, du Parti communiste ou du Parti de gauche, ou des autres formations de gauche des États membres, se rassemblent malgré les rivalités derrière un même plan B, dont le but doit être de mettre un terme aux politiques d'austérité en Europe et de reconstruire une démocratie sociale. Merci pour votre attention.